Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à l'arthrose. Mais attention, on va oublier tout de suite l'image d'une simple usure mécanique, un peu comme une vieille pièce de voiture. Non, ce qu'on va voir ensemble, c'est que c'est un processus biologique bien plus complexe et surtout très actif. On va mener une véritable enquête pour comprendre ce qui se passe vraiment au cœur de l'articulation. Et voici le mystère central de notre enquête, la question qui va tout guider. Comment une destruction aussi importante peut-elle se dérouler en silence, sans qu'on ne sente rien pendant des années? C'est ce paradoxe qu'on va essayer de résoudre. Alors, par où commencer? Eh bien, la toute première pièce du puzzle, l'indice numéro 1, il se cache dans la nature même du cartilage. C'est là que se trouve le secret de cette douleur qui arrive si tard. Et voilà la solution de l'énigme. En fait, c'est assez simple. Le cartilage articulaire n'a pas de nerfs, il est anévral. Du coup, sa destruction est complètement silencieuse, totalement indolore au début. Le signal d'alarme, la douleur, n'arrive que bien plus tard quand les dégâts sont si profonds qu'ils finissent par atteindre l'os juste en dessous, qui lui est bourré de terminaisons nerveuses. Ok, pour bien comprendre comment les choses se déroulent, il faut d'abord inspecter la scène du crime. Jetons un œil aux structures principales d'une articulation, là où tout va se jouer. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? D'abord, le fameux cartilage, notre amortisseur. Juste en dessous, on a l'os sous-chondral, qui est sa fondation. Tout autour, il y a la membrane synoviale qui fabrique le liquide lubrifiant. Et pour tenir le tout, la capsule et les ligaments qui agissent comme des stabilisateurs. Gardez bien en tête ces 4 éléments, ils ont tous un rôle à jouer. Bon, maintenant qu'on a le décor, on va changer d'échelle et plonger au niveau microscopique. Parce que les dégâts, ils ne se font pas tout seuls. C'est un processus actif mené par des cellules bien précises qui, disons-le, ont un peu pété les plombs. Et ça, c'est un point absolument crucial. Il faut vraiment sortir de l'idée que l'articulation s'use passivement avec le temps. Non, en réalité, elle est activement sabotée, de l'intérieur par ses propres cellules qui, sous l'effet du stress, se retournent contre elle. Et voilà nos 2 suspects principaux. D'un côté, les chondrocytes, qui sont censés être les ouvriers du cartilage, ceux qui le construisent, et de l'autre, les synoviocytes, les cellules qui tapissent l'articulation. En temps normal, ce sont nos alliés, mais quand ils sont stressés, leur métabolisme déraille complètement et ils se transforment en véritables agents destructeurs. Bien sûr, qui dit coupable, dit arme. Ces cellules, une fois stressées, ne restent pas inactives. Elles libèrent un véritable arsenal chimique directement dans l'articulation. Ce qui est fascinant, c'est la précision de cet arsenal. D'une part, on a des médiateurs pro-inflammatoires, comme l'interleukine 1 ou IL-1, qui sont en quelque sorte les pyromanes. Ils déclenchent et entretiennent l'inflammation. Et d'autre part, des enzymes destructrices, les MMPs, qui sont de véritables ciseaux moléculaires capables de découper la matrice du cartilage. C'est une attaque biochimique redoutable. Ok, on a les coupables, on a leurs armes. Maintenant, la question c'est comment s'y prennent-ils? Quel est leur mode opératoire? La science a identifié 4 grands scénarios, 4 chemins qui mènent à la destruction de l'articulation. Le premier scénario est très direct, c'est purement mécanique. Imaginez une pression physique énorme sur l'articulation, que ce soit à cause d'un défaut d'alignement ou d'un exercice beaucoup trop intense. La pression devient tellement forte que les cellules du cartilage, les chondrocytes, commencent à paniquer. Le mécanisme est assez brutal. La surcharge mécanique stresse les chondrocytes. Ces cellules, en réaction, se mettent à produire et à libérer massivement ces fameuses enzymes, les MMPs. Ces enzymes s'attaquent à la structure même du cartilage, qui perd sa capacité à amortir les chocs. Et bien sûr, ça aggrave encore la surcharge. C'est un véritable cercle vicieux. Deuxième mode opératoire. Ici, le point de départ est différent. Le problème ne vient pas d'une force excessive, mais d'une défaillance du système de sécurité de l'articulation, c'est-à-dire des ligaments ou de la capsule qui l'entoure. Là, c'est une véritable réaction en chaîne. Prenons l'exemple d'une blessure au ligament. L'articulation devient instable. Ce jeu anormal dans l'articulation va reporter toute la charge et les contraintes sur des zones du cartilage qui ne sont pas prévues pour ça, et ça finit par les faire céder. Passons à la troisième voie. Et là, attention, c'est un processus complètement paradoxal. C'est une situation où la tentative de guérison du corps va en fait empirer les choses. C'est une histoire de vaisseau sanguin qui tourne mal. Le scénario est vraiment contre-intuitif. Au début, l'inflammation fait gonfler les tissus, ce qui écrase les petits vaisseaux sanguins et coupe l'arrivée d'oxygène. Pour survivre, le corps réagit en urgence en créant de nouveaux vaisseaux. Mais c'est un piège. Ces nouveaux vaisseaux deviennent de véritables autoroutes pour encore plus de cellules et de molécules inflammatoires qui viennent jeter de l'huile sur le feu. Et enfin, la dernière voie, qui est peut-être la plus sinistre de toutes.
Elle repose sur un mécanisme de mort cellulaire programmée, autrement dit le suicide des cellules qui sont censées réparer le cartilage. Ici, le crime est presque parfait. L'environnement de l'articulation est tellement toxique, tellement saturé en signaux inflammatoires comme l'IL-1, que ces signaux donnent l'ordre aux chondrocytes de s'autodétruire. Et en éliminant les seules usines capables de réparer le cartilage, le processus devient tout simplement irréversible. L'articulation perd toute chance de se régénérer. Bon, on a fait un sacré tour en niveau cellulaire. Maintenant, revenons à la surface. Voyons un peu comment tous ces mécanismes microscopiques finissent par se traduire en signes bien visibles, ceux qu'on peut observer lors d'un examen. Prenons les ostéophytes, qu'on appelle souvent les becs de perroquet. Il y a une grosse idée reçue à leur sujet. Ce ne sont pas la cause du problème, mais une conséquence. En fait, c'est la réaction de l'os qui, en voyant que l'articulation est instable et enflammée, tente désespérément de la solidifier en créant de l'os supplémentaire. C'est un signe de la bataille qui se joue à l'intérieur. Et là, on voit très clairement le lien direct entre la cause et l'effet. Le liquide dans l'articulation devient très fluide, presque comme de l'eau. C'est à cause de l'inflammation qui rend les vaisseaux poreux. L'articulation gonfle. C'est le liquide qui s'accumule à cause de la pression. Et la boiterie, c'est enfin l'arrivée de la douleur quand l'érosion a finalement atteint l'os. Chaque signe clinique a son explication scientifique. Et cette idée, c'est vraiment le cœur de notre démarche. Comprendre une maladie, ce n'est pas juste apprendre par cœur une liste de symptômes, c'est être capable de faire le lien, de remonter à l'origine. Le pourquoi est toujours plus important que le quoi. C'est ça la clé pour vraiment maîtriser un sujet. Et on va terminer là-dessus avec une question pour aller plus loin. Le fait de voir l'arthrose non pas comme une usure passive, mais comme un processus métabolique actif, un déséquilibre, est-ce que ce changement de perspective ne pourrait pas s'appliquer à d'autres maladies chroniques qu'on qualifie un peu vite de dégénérescentes? Ça nous invite à rester curieux et à continuer de chercher le pourquoi derrière les maladies